à 18h30 en raison de la retransmission en direct du match de la Coupe du Monde des îles Norvèges. À la une ce soir, mutualisation des forces coordonnées contre les ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Ituri, le Nord Kivu et la Grande Orientale lancent une opération militaire conjointe pour traquer les groupes armés actifs à Mambasa et à Irumu. Vacances scolaires, repos ou période à risque, parents, éducateurs et encadreurs au défi de l'accompagnement des enfants pendant cette longue pause scolaire. Dossier à suivre dans ce journal. Tout d'abord, l'actualité. Contre l'avancée des ADF, l'heure est à la riposte coordonnée de Mambasa à Irumu, les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et de la Grande Orientale unissent désormais leurs forces dans une opération militaire conjointe annoncée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, pour neutraliser les forces armées qui continuent de semer la terreur. Junior Selemani. Vers une offensive d'envergure pacifier l'Ituri, le Nord Kivu et la Grande Orientale face à la menace persistante des ADF dans les territoires de Mambasa et d'Irumu. Une opération conjointe est annoncée. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, l'a dit ce dimanche 5 juillet, de retour à Bunia. Il revient de Kisangani dans une réunion stratégique élargie. L'objectif est clair, neutraliser les groupes armés et stabiliser durablement ces zones en proie à l'insécurité. Pour réussir cette mission, le gouvernement militaire en appelle à une collaboration étroite entre les populations civiles et les services de défense et de sécurité. Grandes et importantes décisions ont été prises pour améliorer le partage d'informations, améliorer aussi la coordination des opérations ainsi que la protection des populations civiles. Ici, je m'adresse à la population de l'Ituri, particulièrement des territoires d'Irumu et de Mambasa, de garder confiance à l'action des forces de défense et de sécurité. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour rétablir rapidement et durablement la paix. J'appelle à chacun de faire preuve de la vigilance, de collaborer avec les services de sécurité et d'alerter tout mouvement suspect. Je considère la population de l'Ituri comme les partenaires privilégiés de la sécurité. Rappelons que la restauration de la paix dans l'Ituri reste la priorité absolue du général-major Gabi Kasongo Mulumba, une feuille de route tracée par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 3 jours pour repenser la guerre de demain à Kinshasa. Militaires, chercheurs et experts internationaux ont bouclé le 9e colloque du CESD consacré à la nouvelle doctrine de défense de la République démocratique du Congo. Le directeur général de l'institution appelle désormais à l'application immédiate des recommandations formulées. Eric Abamba. 3 jours auront largement suffi à ces militaires, chercheurs, universitaires, experts nationaux et internationaux pour confronter leurs analyses afin de dessiner les contours de la défense de demain de l'RDC. Ces 9e colloque international jubulaire du CESD s'est refermé sur des recommandations destinées à renforcer la sécurité et la souveraineté du pays. Venu clôturer ces travaux, le commandant des écoles militaires, le général-major Kalonda Famba, a appelé à la mise en œuvre rapide de toutes les recommandations formulées au terme de ces travaux. Cette rencontre marquait également le 10 années d'existence du CESD. Son directeur général, le général-major Augustin Mamba Moubiaï, est revenu sur le parcours de l'institution depuis sa création. Aujourd'hui, nous avons un CESD, un établissement public de niveau post-universitaire ayant une session ordinaire, session spéciale et une école doctorale. Donc, ça veut vous dire que dans les années qui suivent, d'ici 5 ans à venir, nous aurons au moins des docteurs en stratégie, défense et sécurité, en commençant par le premier des citoyens congolais, pour avoir donné une vision stratégique spéciale pour la gouvernance de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est le CESD. Après 10 années d'existence, les collèges des hautes études des stratégies de défense entend poursuivre sa mission des laboratoires de réflexion stratégique afin d'accompagner le RDC dans la consolidation de sa sécurité, de sa souveraineté et de son développement.
Et les stagiaires de la 9e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont achevé le vendredi dernier leur voyage d'études dans l'espace Grand Katanga. Sous la direction du général de brigade Kankenza, ces futurs administrateurs supérieurs militaires ont exploré le même vendredi le fonctionnement du poste frontalier de Kasumbalesa. Ils ont également visité à Lubumbashi l'usine hydrométallurgique STL, ancien GKMIN. C'est un reportage du sous-lieutenant Dexter Nzusi. C'est au poste frontalier de Kasumbalesa que les stagiaires de la 9e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont clôturé leur voyage d'études à l'espace Grand Katanga ce vendredi 3 juillet 2026. En effet, nous sommes à Kasumbalesa dans le cadre de visite guidée de l'école supérieure d'administration militaire qui amène les stagiaires qui viennent de Kinshasa pour voir l'importance, les enjeux stratégiques de la zone de Kasumbalesa par rapport à tous les développements de la République démocratique du Congo. Donc ils sont là pour comprendre les entrées et les sorties de la DGRAD et voir un peu l'importance des recettes dans le budget de l'État. Les 30 stagiaires de cette structure supérieure militaire des FARDC ont été briefés sur l'organisation de la sous-direction de cette entité voisine de la Zambie par M. Oluaka Okongo, sous-directeur de ces postes frontaliers. Les différents inspecteurs des services ont également exposé sur les procédures d'exportation et d'importation des produits miniers. Après les jeux de questions-réponses, en est suivi une visite guidée des installations qui est partie de la salle du contrôle, du stand de Whisky Export, du poste de désarmement, du parking des véhicules pour exportation, des scanners des marchandises jusqu'au checkpoint des Kanyaka. Nous avons vu en amont, tout comme en aval, le contrôle se fait à partir de la production. Au niveau de la production, il y a déjà le contrôle qui se fait. Donc il y a près de douanement et le poste de douanement. Auparavant, ces futurs administrateurs supérieurs militaires ont visité le jeudi 2 juillet 2026 l'usine hydrométallurgique Estelle, société congolaise pour le traitement des terrils. Autre chose à présent en santé, la RDC franchit une nouvelle étape dans la régulation du secteur pharmaceutique à travers le lancement de la cartographie qui vise à garantir un accès équitable aux médicaments sur l'ensemble du territoire national tout en renforçant la gouvernance sanitaire du pays. Blaise Boko Kassanda. Les premiers résultats issus de cette cartographie sont alarmants. C'est ainsi que le directeur général Christian Toumba a réaffirmé l'engagement de son institution à poursuivre la modernisation de la régulation pharmaceutique grâce aux outils numériques dans le but de garantir à chaque citoyen un accès à des médicaments sûrs, efficaces et de qualité. Cette cartographie n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'un combat, d'une lutte pour l'assainissement du secteur, lutte à laquelle chacun de nous est appelé à participer pour le bien-être de nos populations. Cet outil va permettre à la COREP, en coordination avec le ministère de la Santé, les autorités de la ville de Kinshasa et tous les services compétents, d'accompagner et régulariser ceux qui veulent entrer dans la légalité. Elle va permettre de sanctionner ceux qui refusent de jouer selon les règles, et enfin, elle va nous permettre de planifier l'implantation de nouvelles officines de qualité là où la population en a besoin. Mesdames et messieurs, à la population d'utiliser cette nouvelle application pour identifier les pharmacies régulièrement autorisées et de privilégier celles-ci pour leur approvisionnement en médicaments, contribuant ainsi à la lutte contre les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. Devant plusieurs personnalités venues des différentes couches socio-professionnelles, autorités administratives, militaires, partenaires techniques et financiers, le représentant des ordres professionnels du secteur pharmaceutique, la COREP réaffirme sa volonté de bâtir un système pharmaceutique moderne, transparent et performant au service de la santé de tous les Congolais sur l'ensemble du territoire national. Notre pays se dote d'un outil stratégique dans le secteur des hydrocarbures, une banque de données de dernière génération destinée à centraliser, sécuriser et analyser les informations pétrolières et gazières du pays afin de mieux valoriser le potentiel du sous-sol national. Et c'est tout naturellement la ministre d'État en charge des hydrocarbures, Akassia Bandouboula, qui vient de l'inaugurer. Erika Bomba. C'est un tournant décisif pour la gouvernance du secteur des hydrocarbures. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures Akassia Bandouboula Mbongo, a procédé
à l'inauguration officielle de la première banque de données pétrolières et gazières de la RDC. Dotée de 4 serveurs, cette infrastructure dispose d'une capacité de stockage de 15 000 gigaoctets ainsi que d'un système de sauvegarde hautement sécurisé. Le centre comprend également une salle de travail moderne, des postes informatiques spécialisés, une station de travail destinée à l'analyse des données géoscientifiques et un écran géant de 85 pouces pour les présentations techniques. Selon le responsable du ministère, cette banque de données permettra désormais à l'État de centraliser, préserver et exploiter efficacement les informations stratégiques liées aux ressources pétrolières et gazières du pays. En marge de cette inauguration, le ministère des Hydrocarbures a signé un protocole d'accord avec le cabinet américain Geosigmoid, spécialisé en ingénierie pétrolière et en gestion des données géoscientifiques. Dans le cadre de ces partenariats, l'entreprise a remis au ministère des données couvrant les principaux bassins sédimentaires de la RDC, notamment les bassins côtiers, la cuvette centrale, ainsi que les bassins du Rift est-africain, Albertine, Kivu et Tanganyika. Ces informations permettront d'améliorer la connaissance du sous-sol congolais, de renforcer les capacités d'analyse du ministère et de promouvoir auprès des investisseurs les potentiels pétroliers et gaziers de la République. Le coût des documents de bord continue de susciter des réactions chez les usagers de la route. Monsieur Axel Tuzanga, lui, plaide pour un allègement des prix afin de permettre à plusieurs automobilistes de se procurer des pièces exigées pour circuler en toute légalité. Une proposition de loi qu'il entend porter vers une initiative de loi. Dada Chabani est allé à sa rencontre. Pour la sécurité des conducteurs et des passagers à bord des véhicules et la prévention des accidents routiers, l'hôtel de ville de Kinshasa tient à la bonne circulation de la population sur la voie routière. Voilà pourquoi il a rendu obligatoire le port de tous les documents de bord par les automobilistes, à savoir les permis de conduire, la vignette, les documents de contrôle technique ainsi que l'assurance. Pour bon nombre d'automobilistes et les propriétaires des véhicules, ces prix sont exorbitants. Un usager de la route fait une proposition de loi pour l'allègement des prix de tous les documents de bord. Et j'ai une loi à proposer, la création d'un guichet unique pour l'obtention des documents de bord, mais aussi la diminution sensible de ce prix-là. Aujourd'hui, nous avons remarqué que dans la République démocratique du Congo, nous avons du mal à acheter les documents de bord parce que c'est énormément cher. Et pour alléger la tâche à la population, nous proposons une loi aujourd'hui pour alléger, diminuer les prix de l'obtention des documents de bord, mais avoir tous les documents à un seul bureau. Donc créer un guichet unique pour l'obtention des documents. Mais en dehors de ça, chers Congolais, n'oubliez pas de respecter le code de la route. Les autorités mettaient plus de feux de signalisation, mais que la population doit respecter à tout prix. Et le compte à rebours est lancé pour le 2e congrès national de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo à 3 jours de l'ouverture officielle prévue du 8 au 10 juillet. Les préparatifs s'intensifient entre réunions stratégiques et opérations de repérage sur le terrain sous la coordination des commissions d'organisation. On fait le point avec Jacques Chibouameji. Nous sommes heureux de vous recevoir dans ce beau cadre de centre culturel. À quelques jours du coup d'envoi, l'effervescence est à son comble au sein de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo. Du 8 au 10 juillet 2026, Kinshasa sera le cœur battant de la profession comptable à l'occasion de son 2e congrès national. Une échéance cruciale pour laquelle le comité d'organisation a activé les modes commando. Scientifiques, techniques, financières, toutes les commissions et sous-commissions multiplient les séances de travail sans désemparer. L'objectif est clair, caler le dernier détail logistique, affiner le programme de panel et garantir une exécution sans faille. Un rendez-vous de haut niveau dont la tenue est d'ores et déjà confirmée et garantie par le président national de l'ordre, Jean-Marie Ntumba Kabalambi. C'est un congrès qui tourne autour du thème le professionnel comptable, acteur clé de la croissance économique et de la transparence financière. Bon, ce congrès
C'est un congrès qui va réunir tous les experts comptables de la République démocratique du Congo ainsi que d'autres confrères internationaux. Nous les invitons, tous les experts comptables, d'être présents à ce congrès, de venir nombreux avec leurs collaborateurs. Pour joindre la parole à l'acte, plusieurs descentes de repérage ont été effectuées directement sur les sites de l'événement. De la technique à la disposition des espaces, rien n'est laissé au hasard pour offrir aux délégués nationaux et internationaux un cadre à la hauteur des ambitions de l'ONEC RDC. Les faits sont au vert, les experts comptables sont prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire. La diplomatie régionale et les projets d'infrastructure ont dominé l'actualité cette semaine, de la visite de Cyril Ramaphosa à Kinshasa aux échanges entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, en passant par la mise en service d'un nouvel avion Air Congo et le lancement de trains urbains Kinshasa Aéroport de Ndjili. Plusieurs temps forts ont marqué cette semaine, sans oublier la célébration du 30 juin. Pierre Kibambeso Moïsa. La relance du train urbain de la ville de Kinshasa est effective au terme des travaux de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé le mardi 30 juin 2026, jour anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, au lancement du train urbain dans sa première phase sur la ligne Gare Centrale, Aéroport International de Ndjili. En compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a pris part à bord du train urbain à destination de l'aéroport international de Ndjili dans la cabine VIP où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa, du vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et de quelques autres membres du gouvernement. Tout le long du parcours, la population a salué la reprise du trafic ferroviaire du train urbain. Kinshasa a connu une croissance démographique rapide au cours des dernières décennies en remettant à neuf et en assurant l'extension du réseau ferroviaire existant. Le train urbain contribuera à combler les lacunes du secteur des transports de la ville de Kinshasa. Le 30 juin 2026, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi réceptionné un nouvel avion de la compagnie nationale Air Congo. Il s'agit d'un Boeing Dreamliner 787-800. Cette nouvelle acquisition, fruit du partenariat entre Air Congo et Ethiopian Airlines, va desservir la ligne Kinshasa-Bruxelles. La compagnie nationale vient ainsi de renforcer sa flotte avec 6 avions au total. Avant cette cérémonie, le chef de l'État a visité la rotonde de l'aéroport international de Ndjili, complètement rénovée et modernisée conformément aux standards internationaux en matière de confort aéroportuaire et de sécurité. La rénovation s'inscrit dans le cadre du vaste programme de modernisation et de mise en norme des infrastructures aéroportuaires de la RDC. Jeudi, le 2 juillet, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé à Kinshasa pour une visite au travail de quelques heures dans la capitale. Le chef de l'État sud-africain est venu réaffirmer la solidarité de l'Union africaine envers la République démocratique du Congo, confronté à une nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola. Aussitôt après son arrivée, il a été reçu à la cité de l'Union africaine par son homologue de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête avant de co-présider une séance de travail élargie à leurs délégations respectives. Le président de la République et son hôte de marque se sont ensuite rendus à l'Institut national de recherche biomédicale pour s'enquérir des capacités nationales de recherche et de surveillance épidémiologique. Mobilisation des partenaires internationaux aux côtés de la RDC, les engagements en faveur de la riposte contre Ebola dépassent 910 millions de dollars américains, dont 13,5 millions de dollars apportés par l'Afrique du Sud. N'Djamena abritera au cours du mois de juillet en cours le Forum africain de l'eau qui réunira des chefs d'État africains, des institutions financières, des partenaires de développement et du secteur privé pour transformer les engagements en actions concrètes en faveur de l'eau en Afrique. L'annonce a été faite par
Le ministre tchadien des eaux et de l'énergie, envoyé spécial du président du Tchad, Passalé Kanabé Marcelin, reçu le jeudi 10 juillet à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Forum africain de l'eau, co-organisé par la République du Tchad et les groupes de la Banque mondiale, vise à accélérer les financements, renforcer les partenariats et faire avancer des projets à fort impact. Vendredi, le 3 juillet 2026, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite de travail à Brazzaville, en République du Congo. C'est une visite de travail de quelques heures s'inscrivant dans le cadre des consultations politiques permanentes entre le président de la République et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont échangé sur des questions d'intérêt commun et sur l'état de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brazzaville. Le président Sassou Nguesso a réaffirmé sa solidarité avec la République démocratique du Congo dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il a salué le leadership de son homologue Félix Tshisekedi dans la gestion de cette crise. Entre célébration de l'indépendance, l'élimination des léopards en Coupe du Monde et l'échouage spectaculaire d'une baleine à Mwanda dans le Congo central, l'actualité a été particulièrement marquante cette semaine dans notre pays. La semaine en 5 minutes avec Richard Kalala. Le ministre délégué aux Affaires étrangères chargé de la francophonie, Crispin Panzou, poursuit la campagne en faveur du candidat de la RDC au secrétariat général de l'OIF. Le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères a reçu la délégation congolaise pour parler du projet de la candidate Juliana Lumumba. Des hommes armés ont intercepté mardi vers l'imité 15e rue industrielle un convoi de la boulangerie Congo-Pain dérobant une importante somme d'argent réservée à la paye des agents de cette entreprise. D'où l'appel à diligenter une enquête afin d'identifier, retrouver et arrêter les présumés auteurs de ce braquage s'annonce impériale. Une chronique sur l'histoire de l'indépendance du Congo, partant des événements du 4 janvier 1959 comme élément déclencheur, entre autres le massacre à la suite de la défaite de l'ASV Club 4-2 par l'équipe Mikado ou la colère des militants de la BACO qui se sont vus refuser la tenue de leur meeting. Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, vient de poser la première pierre pour la construction des 56 écoles et 21 infrastructures à l'école primaire Tchovo dans le territoire de Tchilenge au Kasaï oriental avec l'appui financier du Partenariat mondial pour l'éducation. Entre satisfaction et déconvenue, des faibles mots pour décrire l'oxymore dans les espoirs envolés des Congolais après l'élimination des Léopards 2-1 face aux Free Lions de l'Angleterre. 52 ans après, les Léopards font mieux que leurs prédécesseurs en atteignant les 16e. Les Congolais de Kinshasa et du monde entier saluent les efforts d'une équipe qui aura finalement tout donné dans cette compétition. Poursuite des opérations des rapatriements volontaires dans les Tanganyika, au Katanga et autres provinces de réfugiés congolais vivant en Zambie par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. Une initiative issue de la rencontre tripartite tenue à Kolwezi réunissant les autorités congolaises, zambiennes et HCR. À ce jour, on parle de 267 ménages rapatriés, soit 865 personnes, composées d'hommes, femmes et enfants. Nouveau souffle pour la reconstruction nationale. Le ministre d'État au plan, Guylain Nyembo, a procédé au lancement de l'atelier de validation de la réforme du Fonds de solidarité pour la reconstruction nationale, appelé à devenir un puissant levier de financement du développement au profit des provinces et de populations. Le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de l'économie nationale, a procédé par l'entremise du Fonds de régulation économique au lancement officiel des activités du programme de relance agricole dans le sud Ubangi à Bouamanda. Fruit du partenariat entre le FOREC et le CDI Bouamanda, ce programme s'inscrit dans la politique nationale de redressement productif visant à renforcer la production agricole, améliorer la sécurité alimentaire, réduire les importations et stimuler le développement économique de la province. Un événement inédit attire le monde sur la plage de Mwanda au Congo central. Il s'agit de la présence d'une baleine échouée qui est finalement morte après plusieurs tentatives de remise à l'eau infructueuse. L'animal, dont la longueur est estimée
entre 10 et 12 mètres pèserait une dizaine de tonnes. Cet échouage soulève également des questions sur la présence des baleines dans les eaux de la RDC et sur les moyens disponibles pour intervenir rapidement en cas de situation d'urgence sur la côte. Les vacances scolaires ne riment pas seulement avec repos. Cette période représente aussi un défi éducatif et social pour les familles et les encadreurs appelés à veiller au bien-être, à l'épanouissement et à l'apprentissage des enfants à travers les activités adaptées. Un dossier signé Toto Céleste Songwe Bijou Kamba. Les vacances scolaires, synonyme de liberté et de repos pour les élèves, soulèvent chaque année une question cruciale. Comment transformer ces temps de pause en période constructive? Loin d'être un simple interlude, elle représente un défi collectif pour les familles et la société. Sans encadrement, le risque est grand de voir les enfants sombrer dans les nuits ou adopter des attitudes peu formatrices. C'est là que l'action de parents, des associations, des clubs et des églises devient essentielle. Quand ateliers culturels, programmes éducatifs ou activités sportives offrent aux jeunes l'opportunité de développer leurs talents, d'explorer de nouvelles passions et de renforcer leur esprit d'équipe. À Litigombe, pendant chaque vacances, les grandes vacances comme ça, on nous organise des stages à l'école. Moi, à part le stage du cours de dépannage avec l'un des professeurs à l'école. Donc c'est de ça que je m'occupe pendant mes vacances. Pendant les vacances, il n'est pas question seulement d'aller se distraire avec le téléphone et tout. On peut aussi aller dans des bibliothèques, reconstituer des livres et acquérir de nouvelles connaissances. Nous allons dans les entreprises, d'aller passer les stages, ça nous rajoute un plus dans le domaine technique. Les parents demeurent le premier architecte de ces temps hors classe. En planifiant des vacances équilibrées entre détente, apprentissage et loisirs, ils préparent un retour à l'école plus motivé et plus serein. Mais, au-delà du cercle familial, c'est toute la société qui est interpellée. Les vacances peuvent devenir un véritable laboratoire de citoyenneté et de créativité, à condition que chacun s'engage à offrir des espaces d'épanouissement. En tant que parents, à notre époque, on faisait des colonies de vacances. Pendant les vacances, c'est ça aussi l'occasion pour motiver et aider nos enfants, surtout des filles, apprendre aussi la cuisine congolaise, jouer au football, à faire quelque chose d'informatique, l'anglais. Il y a plusieurs choses qui peuvent profiter pendant ces 2 mois ici de congé. En tant que parent, c'est une préoccupation de savoir comment est-ce que pendant ce moment de vacances, à quoi nous devons occuper nos enfants. C'est un moment où ils sont d'abord censés comprendre l'utilité et en quoi ils sont parvenus à entrer dans ces vacances après une longue période d'études. Nous, en tant qu'Église, nous avons au niveau de la jeunesse et au niveau de l'école des dimanches certaines activités presque chaque semaine pour savoir comment est-ce que nous devons prendre quand même nos enfants en charge. Donc on essaye un peu de créer beaucoup plus d'activités, de jeux qui doivent attirer beaucoup plus les enfants au lieu de les laisser oisifs. En définitive, les vacances scolaires ne devraient pas être perçues comme une simple parenthèse, mais comme un tremplin vers l'avenir où repos et apprentissage se conjuguent pour former des citoyens plus épanouis et mieux préparés. Fin de longue attente pour des milliers de candidats. La SNEL-SA a lancé ce dimanche son concours national de recrutement organisé après près de 15 ans, suscitant une forte mobilisation à travers le pays. Fiston Mavingana, Yvette Makuntima et Yolande Voka nous en disent plus. Le compte à rebours est lancé pour des milliers de jeunes Congolais en quête d'un emploi. Après près de 15 ans sans recrutement, la SNEL-SA a organisé ce dimanche les épreuves de son concours national. À Kinshasa, à la Haute École de Commerce ex-IEC,
Le directeur général de la SNEL SA, le professeur Teddy Luamba Mouba, a lancé le test en appelant les candidats à miser sur l'excellence et la méritocratie, d'autant plus que l'objectif est de recruter le meilleur profil pour renforcer les équipes. Et la SNEL est en train de rajeunir son personnel et il lui fallut qu'on passe par un recrutement classique pour déceler les meilleurs qui vont faire partie de la Société nationale d'électricité. Ceci rentre non seulement dans une politique générale de l'entreprise, mais dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous puissions mettre l'humain au centre de nos activités. À la sortie de salle, le candidat garde espoir, désormais tourné vers la prochaine étape pour la publication de résultats. Déjà, je pense que on veut insuffler un vent nouveau et surtout faire les choses dans les normes. Et nous nous sommes dit la meilleure façon de faire, c'est pouvoir déceler par un concours. Et je pense qu'avec le concours de nous tous et le nouveau comité de gestion que je suis en train d'animer, nous sommes arrivés à ces fins. Pour des milliers de jeunes, le rêve d'intégrer la SNEL SA n'a jamais semblé aussi proche. Sensibilisation autour des réformes de la sécurité sociale. Les femmes des policiers et des militaires ont été édifiées sur la pertinence du régime spécial mis en place pour leurs époux. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a également échangé avec les étudiants sur les réformes en cours dans le secteur. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moké Maloma. Prise en charge sociale des policiers militaires et leurs ayants droit, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'active sur terrain pour vulgariser sur le régime spécial de sécurité sociale géré par la SNSAP. Après avoir sensibilisé la veille les militaires et policiers, le samedi 4 juillet, le vice-premier ministre a poursuivi avec cet élan pour sensibiliser les épouses, veuves, orphelins des militaires et policiers sur les innovations et avantages qu'offre le nouveau régime de sécurité sociale géré par la SNSAP, implanté par le gouvernement sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la suite, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou était face aux étudiants de toutes les institutions universitaires de Mbandaka. Au cours de cette manifestation, le vice-premier ministre a exposé sur les avancées réalisées dans le cadre de la réforme administrative, notamment la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le rajeunissement qualitatif et compétitif, la fluidification de la mise à la retraite, la numérisation et la digitalisation de l'administration publique. La liste n'est pas exhaustive. 300 000 éligibles à la retraite vont partir dans les 10 ans. Et nous avons décidé que pour pouvoir mieux gérer la masse salariale, que le remplacement se fasse sur base du principe de 1 sur 2 fonctionnaires partant à la retraite. Ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, 150 000 jeunes vont intégrer l'administration publique. Mais cette intégration doit se faire compétitivement afin d'accorder, je l'ai dit, toutes leurs chances à tous les enfants de la République. Après Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le vice-premier ministre mettra le cap vers Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe, pour la suite de son itinérance. Le drapeau de la RDC a flotté à Ottawa, au Canada, le 30 juin dernier, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Une cérémonie officielle a été organisée à l'hôtel de ville en présence de plusieurs représentants du gouvernement canadien, de plusieurs diplomates et l'ambassadeur de la RDC au Canada, Jos Kakabongo et Dichala. Le mardi 30 juin dernier, le Canada a de nouveau prouvé qu'il reste un pays ami et partenaire de la République démocratique du Congo. Alors que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi célébrait son 66e anniversaire depuis son accession à l'indépendance, son drapeau a été levé à l'hôtel de ville d'Ottawa, capitale du Canada, où il a flotté non seulement toute la journée de célébration, mais aussi et surtout toute la semaine. La séance a été marquée par la présence de plusieurs représentants diplomatiques présents à Ottawa, notamment l'ambassadeur de la Belgique au Canada, celui du Tchad, du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Zimbabwe, de la Tanzanie, du Madagascar et du Ghana, aux côtés du représentant du gouvernement du Canada, de la maîtresse, du maire adjoint d'Ottawa, ainsi que de la forte présence des présidents des organisations de la diaspora congolaise du Canada. L'ambassadeur Jos Kakabongo, qui a épinglé la performance des Léopards au Mondial 2026, a rappelé le lien historique qui existe entre la RDC et le Canada. Qu'il s'agisse de soutenir l'éducation, de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes ou de renforcer notre système de santé, la contribution canadienne a un impact concret et positif sur la vie quotidienne des millions de Congolais.
Au nom du gouvernement du Canada, Ryan Clark a souligné que cette cérémonie de levée du drapeau de la RDC est le symbole de partage d'amitié et des valeurs entre les deux pays. À l'heure où la RDC affirme davantage sa place sur la scène internationale, ce geste fort du Canada résonne comme un signal clair, celui d'une coopération appelée à se renforcer au bénéfice des deux peuples. La structure Mandela Lumumba appelle les jeunes à protéger les infrastructures réalisées à travers le pays. Au cours d'un point de presse tenu samedi dernier à Kinshasa, son président national Yves Mudimbi a également réaffirmé son soutien à la caravane infrastructurelle. Fifi Mukundi et Joséphine Liondo. Le concept Fati Béton s'installe à Kinshasa. Les jeunes sont appelés à soutenir la modernisation des infrastructures. Devant la presse, Yves Mudimbi, président de la Fondation Mandela Lumumba, a présenté la caravane infrastructurelle initiée par le gouvernement. Cette caravane sous la RN1 portée par John Banzalunda est une initiative porteuse d'espoir au peuple congolais. Malgré tout ce qui s'est dit par les ennemis de la République, le pays avance et le gouvernement exécute la vision du chef de l'État. Il souligne que le ministre des Infrastructures, John Banza, incarne la vision du président Tshisekedi, bâtir un Congo moderne grâce au développement des infrastructures. Comme dans les léopards, John Banzalunda est aujourd'hui comme le Wissa du gouvernement souminois par sa forte présence sur terrain, sa gestion transparente avec des travaux de grande envergure. Et c'est la fierté de la capitaine de l'équipe qui est Judith Souminois et du président de la République. Selon lui, ces réalisations renforcent l'adhésion populaire et nourrissent les appels à prolonger les mandats du chef de l'État. C'est dans l'intérêt du peuple congolais, en voyant toutes ces réalisations, un vaste chantier de près de 8000 km de routes, des centrales électriques, des hôpitaux, des écoles, des aéroports, universités et des stades, le peuple n'acceptera pas que Félix Tshisekedi puisse partir. Ton ferme, mot choisi. Cette structure de visibilité se veut relais de la politique gouvernementale en matière des infrastructures. Cap sur l'industrialisation et la production locale. En séjour à Lubumbashi, les ministres Justin Kalumba Mwanangongo et Julien Paluku Kaongia lancent et inaugurent plusieurs unités industrielles destinées à renforcer le tissu productif national. C'est un reportage de Eric Kabamba. Accueillis à leur arrivée à l'aéroport international de la Luano, Justin Kalumba Mwanangongo, ministre de l'Industrie, et Julien Paluku Kaongia du commerce extérieur entament une mission axée sur le renforcement du tissu industriel dans la province du Haut-Katanga. Au programme de leur séjour figure l'inauguration de plusieurs unités industrielles ainsi que la pose de la première pierre de 2 nouvelles usines, l'une dédiée à la fabrication des câbles électriques souterrains et l'autre à la production des tubes carrés. Cette mission prévoit également des échanges avec les opérateurs économiques autour des mécanismes de consolidation de la sauvegarde de l'industrie nationale. Les discussions porteront notamment sur la lutte contre la concurrence déloyale qui fragilise les entreprises locales ainsi que sur les mesures visant à combattre le phénomène de dumping observé au poste frontalier de Kasumbalesa, principal corridor commercial entre la RDC et la Zambie. Nous venons soutenir les efforts d'industrialisation qui sont menés ici par certaines entreprises et vous allez vivre ça demain. Et nous voulons voir dans quelle mesure il faut continuer à protéger l'industrie locale par rapport à une concurrence qui peut s'avérer déloyale à un certain moment face à des industries qui sont surtout naissantes. L'arrivée de 2 membres du gouvernement a également été marquée par un accueil populaire à l'aéroport où des milliers de militants et cadres de partis membres de l'Union sacrée de la nation se sont mobilisés pour leur réserver une réception chaleureuse. Cette mission s'inscrit dans la vision du gouvernement de promouvoir la transformation locale des matières premières. Appel à l'unité autour du développement de la province de Sankuru. La nouvelle dynamique des élus et notables de la province a remercié le chef de l'État pour l'investiture du gouverneur Jules Lodi et exhorté les acteurs politiques et sociaux à la cohésion, une position exprimée lors d'une rencontre avec les députés nationaux et notables de la province. Robert Ndaï, JCC.
Quelques heures après la lecture de l'ordonnance investissant les gouverneurs Gilles Lodi, le député national et notable du Sankuru se sont réunis à Kinshasa pour appeler à l'unité derrière les gouverneurs élus. Tous plaident pour le désenclavement du Sankuru et au soutien des actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Sankuru dispose d'immenses ressources humaines et naturelles. Leur valorisation exige une gouvernance fondée sur l'unité, la compétence, la transparence et le travail. En ce moment historique, nous renouvelons à son Excellence le Président de la République l'expression de notre haute considération et de notre reconnaissance pour son engagement constant en faveur du renforcement des institutions, de la stabilité nationale et du développement équilibré de toutes les provinces de notre pays. Les élus et notables du Sankuru réaffirment leur engagement à accompagner l'exécutif provincial et invitent la population à rompre avec les clivages entre communautés. Son investiture, le 30 juin, a une signification pour la province de Patrice Emery Lumumba. Ce geste dépasse le simple accomplissement d'une formalité institutionnelle. Il inscrit le Sankuru dans la dynamique du renouveau national impulsé par le président de la République et rappelle que l'indépendance trouve sa pleine signification lorsqu'elle se traduit par une gouvernance responsable. Les défis sont nombreux, mais l'accompagnement politique et institutionnel est requis. Sensibilisation autour de la Constitution à Kananga. Une campagne d'information a été menée auprès de la population pour éclairer les citoyens sur les enjeux du processus de la révision constitutionnelle et encourager les participants au débat public dans le respect du cadre légal. Joséphine Lyondo. À la sensibilisation sur les réformes constitutionnelles, Maître Donald Kabasele, avocat senior et mandataire en mine, a ajouté un geste concret en faveur de la jeunesse sportive. La première bonne nouvelle, c'est la pose de la pelouse synthétique. Je l'avais promis, je vais le faire. Donc il y aura la pelouse synthétique. Les travaux pour sa pose vont commencer depuis mon arrivée. Et puis on va finaliser, comme je l'avais promis, à notre population centre-kassaïenne. À Kananga, il a expliqué à la population les enjeux du changement de la Constitution ainsi que les réformes envisagées par le président de la République. Selon Maître Donald, les grandes réformes nationales ne peuvent produire des effets durables que si elles s'accompagnent d'initiatives locales capables d'améliorer le quotidien. Je viens parler de la Constitution de la République parce que le président réalise tout ce qu'il a promis au peuple congolais. Donc ils peuvent dire non au changement de la Constitution et la population peut dire oui. Cette démarche mêlant sensibilisation politique et action concrète traduit une vision fondée sur les services, le développement local et la participation citoyenne. Et le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais prend progressivement corps en province. À Kisangani, le gouverneur de la Tchopo a procédé à l'inauguration du premier bureau de l'Agence pour la promotion de la classe moyenne congolaise, structure chargée d'accompagner cette initiative portée par le chef de l'État. Regardez. L'Agence pour la promotion de classe moyenne vient d'installer une antenne à Kisangani. C'est le gouverneur Paulin Lendongalea qui a inauguré les nouvelles installations de la PROSEM afin de matérialiser le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais centré sur la promotion de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, il s'observe depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale une quasi-existence des classes moyennes. C'est la suite au manque d'initiatives entrepreneuriales qui sont considérées aujourd'hui comme solution au problème du chômage. Bien avant, le gouverneur a reçu le PCA et le DG de la PROSEM. Leurs échanges ont porté sur les stratégies devant émerger le classe moyenne dans la Tchopo. De venir installer une antenne au niveau de la Tchopo, précisément dans la ville-province de Kisangani, dont la mission est d'arriver
au moins à implémenter cette vision, comment encadrer l'entrepreneuriat au niveau local, comment on peut arriver à éliminer la pauvreté et surtout aussi à identifier cette classe moyenne et que nous avons la mission d'accompagnement. Pouvoir s'inscrire dans une dynamique de création d'entreprises, de création d'emplois, bref, de pouvoir intensifier l'activité économique qui dépend de l'engagement de chaque Congolais. Chaque Congolais là où il est. On a travaillé avec les communautés locales pour identifier les filières porteuses de croissance économique. Ces programmes présidentiels Debout Jeunes Congolais concernent toutes les 26 provinces de la RDC pour créer de l'emploi. Autonomisation et apprentissage au féminin. De plus en plus de femmes s'orientent vers les formations professionnelles pour acquérir des compétences génératrices de revenus et renforcer leur indépendance. Une dynamique illustrée par le lancement de la 11e session de formation organisée par le genre famille enfant. Christine Linzo et Raphaël Sadi. La 10e session formelle s'est clôturée dans une grande cérémonie où ces femmes lauréates ont été honorées tout en recevant leur brevet auprès du team organisateur, à savoir le bureau conseil JICA Corporation. Familles, amis et invités des marques ont rehaussé de leur présence aussi une forte délégation venue du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de France, le tout dans une bonne ambiance de fête. L'entrée de la General Manager Gisèle Cattal, accompagnée de toutes les lauréates de la 10e session formelle, suivie des ambassadrices des 9 sessions précédentes, des formateurs et des coachs dans cette soirée de gala marquant les 3 années de l'existence des formels et des certifications Trinity X. Il y a de cela 3 ans, nous avons organisé le Forum international des femmes. Et à l'issue de ce forum, les femmes ont émis des recommandations. Et parmi ces recommandations, il y avait une qui avait captivé, en tout cas notre attention. Les femmes ont demandé que nous puissions mettre un cadre qui pourra les accompagner afin qu'elles puissent renforcer leurs compétences. C'est ainsi que le 6 mai 2023, JICA Corporation a réfléchi et a lancé officiellement ce centre de formation. Pendant ces 3 ans, nous avons formé plus de 1000 femmes, tant sur le plan national qu'international. 3 ans d'engagement de transformation de plusieurs familles, occasion également de couronner une femme pionnière de l'entrepreneuriat congolaise, Fidélie Chibichabene, par un brevet de mérite pour son appui et accompagnement. L'honneur rendu aussi à la coach certifiée Benimou Benisha, à la marraine de la 10e session Dr Mélodie Bouéya. Aussi à Maître Arlène Ngalula, marraine du 3e anniversaire de Formel. Aussi la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Chacune d'elles a pris la parole pour vanter ses programmes de coaching, de transformation et d'accompagnement révélateurs des potentiels en RDC. Cadeau de la session 10 à Gisèle Cattal avant de donner le go de la session 11 formelle dont les inscriptions sont en cours. Voilà, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite, Facebook en streaming. Vous êtes sur la RTNC, la chaîne des grands événements. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h30 Iverson Kabwaba. Demain, 7h, Bobo Anal Mokondi. Moi, je vous reviens le dimanche prochain avec le même plaisir. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.